Hadland, Royaume-Uni, 1971. Un petit laboratoire photographique fonctionne normalement. Développement de pellicules, solutions chimiques, équipe qui se relaie. Les gens font leur travail et ne s'attendent à rien d'inhabituel. Mais en l'espace de quelques jours, plusieurs employés se plaignent des mêmes symptômes. Au début, cela ressemble à un simple malaise. Nausées, vomissements, douleurs abdominales intenses. Certains se sentent mal directement sur leur lieu de travail, d'autres rentrent plutôt chez eux. Plusieurs personnes se mettent en arrêt maladie et restent à la maison, espérant que cela passera tout seul. Les premières consultations médicales n'inspirent aucune inquiétude. Le diagnostic est familier, infection virale. Au début des années 70, de tels cas sont fréquents. Les analyses ne révèlent rien de spécifique. On leur prescrit un traitement standard et on leur recommande du repos. Mais le temps passe et l'état des malades ne s'améliore pas. Chez certains, les symptômes s'intensifient. Les gens se fatiguent vite, perdent du poids, se plaignent d'une faiblesse constante. Quelques-uns commencent à perdre leurs cheveux. Pour un virus, cela semble étrange, mais la version de l'infection virale n'est toujours pas écartée. L'un des employés, Bob Hegel, supporte la maladie plus difficilement que les autres. Son état se dégrade plus rapidement. Il ne peut presque plus manger. Les douleurs deviennent constantes. Les médicaments ne font aucun effet. Sa santé continue de se détériorer de jour en jour. Peu de temps après, Bob Hegel décède. Les documents officiels enregistrent son décès comme une complication de sa maladie. Formellement, tout semble logique. Il y a un diagnostic, une aggravation, une issue fatale. À ce stade, personne ne parle de crime. Mais certains médecins ont le sentiment que quelque chose ne colle pas. Les symptômes sont trop disparates. Chute de cheveux, douleurs intenses, destruction progressive de l'organisme. Tout cela cadre mal avec l'évolution habituelle d'une infection. Après discussion, la décision est prise de procéder à une expertise médico-légale. Pas pour la forme, ni par simple formalité. Il faut comprendre ce qui est réellement à l'origine de la situation. Les résultats de l'expertise changent toute la donne. On découvre une forte concentration de thallium dans les tissus de Bob Hegel. C'est un métal lourd et un poison puissant. Son action est progressive. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement, mais s'intensifient avec le temps. Exactement comme ce qui s'est produit avec les employés malades du laboratoire photographique. La piste du virus est abandonnée. Ce qui se passe n'est plus considéré comme un cas médical. La concentration de la substance est trop élevée pour parler d'un contact accidentel avec un produit chimique ou d'une erreur de production. Ce n'est pas un accident. Le rapport d'expertise est transmis à la police. À partir de ce moment, le laboratoire photographique de Hadland cesse d'être un simple lieu de travail. Il devient le point de départ d'une affaire criminelle. Et l'étrange maladie, que l'on tentait encore récemment de soigner avec des pilules et du repos, prend un tout autre sens. Une fois les résultats de l'expertise entre les mains de la police, le champ des hypothèses se réduit considérablement. Le thallium n'est pas une substance que l'on rencontre par hasard. Ce n'est ni un produit ménager, ni le fruit d'une erreur de production. Pour le manipuler, il faut savoir précisément ce que l'on fait et comment cela affecte l'organisme. Les enquêteurs commencent par l'endroit le plus évident, le laboratoire photographique. C'est là que des solutions chimiques sont utilisées quotidiennement, qu'il y a des réactifs, des processus et un accès à diverses substances. Ils inspectent les locaux, les postes de travail, les listes d'employés. Il y a peu de personnel. Tout le monde se connaît. Il n'y a pas d'étrangers. L'enquête se déroule dans le calme. À ce stade, personne ne semble suspect. L'important est de comprendre qui avait accès aux produits chimiques sans pour autant éveiller les soupçons de la direction. Un nom apparaît sur la liste, qui ne semble d'abord pas significatif. Graham Young. Il est arrivé au laboratoire très récemment. Son embauche n'a pas fait l'objet de longues discussions. Il répondait aux critères formels et ne nécessitait pas de surveillance particulière. Pour l'employeur, c'était un homme qui savait travailler avec les procédés chimiques et qui ne semblait pas problématique. La vérification de ses antécédents ne révèle rien d'alarmant à première vue. Il est né en 1947 et a grandi dans une famille ouvrière.
Son père a tôt remarqué sa capacité à comprendre les sujets techniques, surtout ceux qui exigeaient précision et attention aux détails. Son intérêt pour la chimie est né à l'école. Il lisait beaucoup, collectionnait des manuels, étudiait les réactions et les propriétés des substances. Ses professeurs notaient ses connaissances. Il était renfermé, mais bon élève. Cela m'était pas perçu comme une anomalie. Le parcours de Graham par la suite n'est pas linéaire. Sa biographie comporte une longue période qui n'apparaît pas dans son parcours professionnel habituel. Cette interruption n'est pas mentionnée et ne soulève aucune question lors d'une vérification superficielle des documents. Au moment de son embauche au laboratoire, il est en liberté depuis peu. Formellement, il n'est pas restreint dans son choix de travail. Son passé n'est pas accompagné de mentions qui exigeraient une attention particulière de la part de l'employeur. Pour la direction du laboratoire, il semble être un candidat idéal. Il a les connaissances, n'est pas conflictuel, ne pose pas de questions inutiles et est prêt à effectuer des tâches routinières. Il n'y a aucune raison apparente de lui refuser le poste. Ses collègues se souviennent de lui de la même manière, silencieux, concentré. Il arrive à l'heure, fait son travail et ne cherche pas à se faire remarquer. Il ne participe presque jamais aux discussions. Pour la plupart, il est juste un nouvel employé, récemment intégré à l'équipe. Personne ne s'intéresse au temps qu'il a passé en dehors de la vie ordinaire, ni aux raisons des pauses dans sa biographie. Les documents n'exigent aucune explication. Formellement, tout est en ordre. C'est précisément là que l'histoire commence à paraître dangereusement ordinaire. Un homme possédant de solides connaissances en chimie et un passé non divulgué se retrouve dans un environnement où ses connaissances sont facilement applicables. Et cela se produit presque immédiatement après que le système l'ait officiellement déclaré inoffensif. Pour comprendre d'où vient cette histoire, l'enquête doit faire un pas en arrière. Pas jusqu'au laboratoire photographique, ni jusqu'à Broadmoor. Bien plus tôt, au début des années 60, dans la maison de la famille Young. À cette époque, rien ne semble alarmant, une famille ordinaire, une vie quotidienne. Mais à un certain moment, des épisodes étranges commencent à se produire les uns après les autres. C'est d'abord le père qui se sent mal, douleurs abdominales aiguës, faiblesse, détérioration générale de son état de santé. Les médecins parlent de problèmes digestifs, ils lui prescrivent un traitement. Quelque temps après, des symptômes similaires apparaissent chez sa sœur, de nouveau des douleurs, des nausées, une faiblesse. Les diagnostics sont vagues, on parle d'une possible infection, d'une réaction alimentaire. Aucune analyse approfondie n'est effectuée. Dans ce contexte, le comportement de Graham n'éveille aucun soupçon. Il reste à la maison, aide aux tâches ménagères, apporte de la nourriture et des boissons. Pour l'entourage, cela ressemble à de l'attention et de la sollicitude. Il passe beaucoup de temps auprès de ses proches, surtout lorsque leur état s'aggrave. L'état de sa belle-mère, Molly Young, se détériore plus que celui des autres. Les douleurs deviennent constantes, elle ne peut presque plus manger. Le traitement prescrit ne donne aucun résultat. Son état change progressivement, jour après jour. Les médecins ne trouvent aucune explication claire à ce qui se passe. Graham est de plus en plus souvent à ses côtés. Il lui apporte du thé, de l'eau, de la nourriture. On se souvient de cela comme d'une aide. Aucun soupçon n'émerge alors. Au contraire, son implication est perçue positivement. Avec le temps, Molly décède. Les documents officiels attribuent la cause du décès à une maladie non liée à une exposition à des poisons. Aucune expertise médico-légale n'est effectuée. On n'en voit pas la raison. Le cas n'est pas considéré comme criminel. Après cela, l'état des autres membres de la famille se stabilise progressivement. Les douleurs s'atténuent, les plaintes disparaissent. Cela est perçu comme la fin naturelle de la maladie et le succès du traitement. L'épisode est considéré comme clos. Ce qui s'est passé reste sans explication. Aucune question n'est posée, aucune conclusion n'est tirée. Ces événements n'apparaissent pas dans les rapports de police et ne sont pas enregistrés comme quelque chose d'inhabituel. Ce n'est que des années plus tard, lorsque les faits commencent à former un tableau cohérent, qu'il devient clair que cette période était le premier maillon de la chaîne. À l'époque, cela ressemblait à une série de malheurs. Maintenant, cela commence à être perçu comme quelque chose de tout à fait différent. C'est là que l'enquête reviendra plus tard, sachant ce qu'elle ignorait au début des années 60.
Et c'est là qu'il devient évident que l'histoire qui a commencé au laboratoire photographique a en réalité des origines bien plus anciennes. Après les événements survenus dans la maison de la famille Young, un certain temps s'écoule. La vie reprend en apparence son cours normal. Les maladies reculent, les conversations sur les symptômes étranges s'estompent peu à peu. Pour l'entourage, cela reste un épisode qui n'a pas eu de suite et n'a pas nécessité d'explication. Mais l'intérêt de Graham pour la chimie ne disparaît pas. Au contraire, avec le temps, il devient plus concentré et plus ciblé. À l'école, il reste de plus en plus souvent après les cours. Il manipule des réactifs, pose des questions qui dépassent le cadre du programme. Il est particulièrement attiré par les sujets liés aux effets des substances sur l'organisme. L'un de ses professeurs de chimie commence à le remarquer. Non pas parce que Graham enfreint les règles, mais parce que ses connaissances semblent exceptionnellement profondes. Il manie les termes avec aisance, connaît les propriétés de composés rarement abordés en classe. Il n'y a aucune ostentation dans son attitude, plutôt une assurance tranquille. À un moment donné, le professeur remarque dans son pupitre des récipients contenant des substances qui ne sont pas utilisées dans le cadre scolaire. Les noms sont familiers à un spécialiste. Ce sont des composés aux propriétés toxiques marquées. Leur présence dans une salle de classe soulève des questions. La conversation avec Graham se déroule sans conflit. Il ne nie pas la découverte et n'essaie pas de cacher l'origine des substances. Il explique tout par son intérêt scientifique. Il parle calmement, sans tension, en utilisant des formules précises. Ses explications semblent logiques et ne contredisent pas les faits connus. L'administration de l'école tente d'abord de gérer la situation en interne. Formellement, il n'y a pas de motif pour des mesures sévères. Les substances sont confisquées, une note est prise, la situation est jugée désagréable, mais pas critique. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Une parente de Graham, sa tante, apprend l'épisode de l'école. Pour elle, c'est un signal d'alarme. Les événements survenus dans la maison familiale lui reviennent en mémoire. Les maladies, la détérioration de l'état de Molly, des coïncidences qui ne semblaient pas liées auparavant. Elle ne porte pas d'accusation et ne parle pas de crime. Elle partage ses doutes. Elle dit que Graham s'y connaît trop bien dans des domaines qui peuvent être dangereux. Ces mots ne sont pas prononcés à voix haute, mais ils arrivent au bon moment. L'information parvient à la police, pour l'instant sans accusation formelle, plutôt comme une raison de prêter attention. Pour les forces de l'ordre, cela ressemble à une combinaison de plusieurs facteurs. La découverte à l'école, les épisodes familiaux, un niveau de connaissance qui ne correspond ni à son âge ni à son milieu. La décision est prise de franchir une première étape officielle. Pas une perquisition, ni une arrestation. Un entretien avec un spécialiste est organisé. Formellement, il s'agit d'une évaluation de son état et de ses particularités mentales. Une vérification qui doit soit dissiper les doutes, soit orienter les actions futures. À ce stade, Graham n'est toujours pas considéré comme un criminel. Il est dans le viseur, mais sans étiquette. Le système agit avec prudence, en essayant de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est ici que, pour la première fois, l'histoire dépasse le cadre familial et scolaire. À partir de ce moment, ce qui se passe cesse d'être une affaire privée pour devenir l'objet d'une attention officielle. La curiosité discrète est remplacée par une procédure. Et les connaissances, qui semblaient auparavant n'être qu'un passe-temps, commencent à être considérées sous un tout autre angle. La décision d'organiser un entretien avec un spécialiste est prise au début de l'année 1962. À ce stade, la police agit toujours avec la plus grande prudence. Pas d'accusation, pas de formulation parlant de crime. Formellement, il s'agit d'une consultation qui doit aider à comprendre à qui ils ont affaire. La rencontre se déroule dans une atmosphère calme. Un bureau, une procédure standard, des prises de notes. Graham se comporte avec assurance. Il ne semble pas effrayé et ne montre aucune tension. Il répond aux questions de manière détaillée et sans hésitation. Quand la conversation aborde la chimie, il se sent particulièrement à l'aise. Il explique facilement les principes d'action de diverses substances.
Il parle de dosage, d'intervalle de temps, d'effets cumulatifs. Il utilise des termes précis. Son niveau de connaissance dépasse nettement ce que l'on s'attendrait à entendre dans une telle situation. Au début, la conversation reste sur un plan théorique. On discute de livres, d'expériences, de son intérêt pour la science. Mais peu à peu, le spécialiste déplace l'attention vers la pratique, sur la manière dont ses connaissances ont été appliquées en dehors du cadre scolaire. Graham n'esquive pas le sujet. Il raconte calmement ses propres observations, comment il a testé l'effet des substances, comment l'état des gens changeait avec le temps. Dans son discours, il n'y a ni justification, ni tentative d'atténuer ses propos. Il en parle comme d'un processus. Lorsque la conversation porte sur les événements survenus dans la maison de la famille Yang en 1961, il confirme sa participation. Il décrit en détail l'état de son père et de sa sœur. Puis, il parle de Molly. Comment il notait les changements, comment il choisissait la quantité de substance, comment il observait la réaction de l'organisme. À ce stade, il devient clair que l'entretien a dépassé le cadre du diagnostic. Ce n'est plus une discussion sur ses centres d'intérêt, ni une tentative de comprendre sa pensée. C'est un aveu. Un aveu de surcroît étayé par des détails qu'il serait impossible d'inventer sur le champ. Le spécialiste consigne ce qu'il a entendu et transmet l'information à la police. Cela se produit la même année, en 1962. Les actions suivantes se déroulent rapidement, mais sans précipitation ostentatoire. Les témoignages sont comparés aux dossiers médicaux et aux souvenirs des proches. La chronologie coïncide. Graham confirme officiellement que ces actions ont entraîné de graves conséquences pour sa famille et le décès de Molly. Ces paroles sont consignées par écrit. La version des maladies accidentelles perd définitivement toute crédibilité. En avril 1962, la décision est prise de l'arrêter. Les termes sont secs et mesurés. Il est question d'une action préméditée, confirmée par des aveux et des preuves indirectes. Pour le système, c'est le premier moment où Graham cesse d'être un objet d'observation pour devenir la figure centrale de l'affaire. À ce stade, on a le sentiment que la situation a été expliquée et maîtrisée. Les aveux sont enregistrés, les faits ont été comparés, une intervention a eu lieu. Du point de vue de la procédure, tout semble terminé. Mais c'est précisément ce sentiment d'achèvement qui se révélera plus tard trompeur. Car l'attention se déplace alors des événements eux-mêmes vers l'état de la personne qui les a commis. Et les décisions prises en 1962 détermineront le cours de toute l'histoire pour les années à venir. Après ces aveux, l'affaire cesse d'être un simple ensemble de dépositions orales. Pour la police, cela ne suffit pas. Toute parole doit être confirmée par des faits, surtout lorsque les événements ont longtemps semblé être une série de maladies inexpliquées et n'ont soulevé aucune question officielle. En mai 1962, la décision est prise de perquisitionner la chambre de Graham. Ce n'est ni une action d'urgence, ni une mesure spectaculaire. C'est plutôt la suite logique de l'enquête déjà entamée. Il faut déterminer si ces paroles correspondent à la réalité et s'il existe des traces matérielles de ce dont il a parlé lors de son entretien. La perquisition se déroule dans le calme, sans pression et sans précipitation. La chambre a un aspect ordinaire, des livres, des cahiers, des effets personnels, rien qui ne saute immédiatement aux yeux. Mais en y regardant de plus près, il devient clair que ce n'est pas simplement l'espace d'une personne ayant un intérêt scolaire pour la science. Dans les tiroirs et sur les étagères, on trouve des substances qui ne sont pas utilisées dans le cadre des cours. Les récipients sont soigneusement étiquetés. Les noms sont exacts, sans erreur. Ce sont des composés dont la manipulation exige une compréhension des dosages et des conséquences. Leur présence confirme que son intérêt pour la chimie allait bien au-delà de la théorie. À côté, on découvre de la littérature sur la toxicologie. Pas des publications grand public, ni des manuels d'introduction. Ce sont des ouvrages de référence spécialisés qui décrivent en détail l'effet des substances sur l'organisme, la vitesse de réaction et l'effet cumulatif.
Pour le début des années 60, une telle collection de sources en dehors d'un milieu professionnel semble inhabituelle. Les cahiers attirent particulièrement l'attention. À première vue, ce sont des notes ordinaires, mais à l'intérieur, on découvre un système rigoureux, des dates, des heures, de brèves annotations sur l'état de personnes spécifiques. Aucune émotion, aucun commentaire, seulement la consignation d'observation. Dans ces notes sont indiquées les quantités de substances et les méthodes d'administration. Les changements d'état de santé au fil du temps sont notés. Des pages entières sont consacrées à Molly. La chronologie coïncide parfaitement avec la période de détérioration de son état en 1961. Les notes montrent que ce qui s'est passé n'était pas accidentel. C'était un processus étalé dans le temps, avec une planification, une observation et une consignation des résultats. Tout cela confirme directement ce que Graham a dit lors de son entretien avec le spécialiste. Tous les matériaux découverts sont saisis et envoyés pour expertise. Au cours de l'été 1962, les experts confirment que les substances trouvées et les effets décrits concordent. Les quantités et les réactions indiquées correspondent aux données toxicologiques connues de l'époque. Après cela, l'attention se déplace des événements eux-mêmes vers l'état de Graham. Son âge au moment des faits, la nature de ses écrits et l'absence totale d'évaluation émotionnelle des conséquences deviennent des facteurs clés. Des examens médicaux supplémentaires sont ordonnés. À la fin de l'année 1962, une conclusion générale est formulée. Les spécialistes arrivent à la conclusion qu'ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait de la manière dont cela est compris dans un cadre juridique normal. Ces actions sont considérées comme le résultat d'une perception déformée et d'une fixation profonde sur le processus, plutôt que sur les conséquences pour son entourage. Sur la base de ces conclusions, une décision juridique prise. La procédure pénale standard n'est pas poursuivie. Au lieu de cela, il est déclaré irresponsable de ses actes et envoyé pour un traitement forcé à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. Au début de l'année 1963, Graham se retrouve derrière ses murs. Pour le système, cela apparaît comme une décision réfléchie et rationnelle. Les aveux ont été obtenus. Les preuves matérielles ont été examinées. L'évaluation médicale a été effectuée. L'individu est isolé et placé sous surveillance constante. À ce moment-là, on a l'impression que la situation a trouvé une solution définitive. Tout ce qui représentait un risque est désormais confiné dans le cadre d'un établissement et contrôlé par des spécialistes. C'est précisément là que l'histoire semble s'arrêter. Formellement, elle est close. Mais cette pause se révélera plus tard être la partie la plus trompeuse de toute la chaîne d'événements. Les premiers mois, à l'intérieur, se déroulent dans le calme. L'emploi du temps est strict, les règles sont claires, la surveillance est constante. Pour le personnel, Graham devient un patient parmi d'autres qu'il faudra surveiller pendant des années. On ne le distingue pas des autres et on ne le considère pas comme problématique. Il respecte le règlement, n'entre pas en conflit et ne franchit pas les limites établies. Les médecins notent son calme et sa capacité à contrôler son comportement. Dans les rapports apparaissent des termes comme « état stable » et « absence de signes extérieurs de dangerosité ». Il passe la majeure partie de son temps à lire. Ses centres d'intérêt ne changent pas. Il demande de la littérature sur la chimie, la toxicologie et la botanique. Formellement, de tels livres ne sont pas interdits. À Broadmoor, on estime que l'activité intellectuelle réduit la tension et favorise le traitement. Il y a un jardin sur le terrain de l'établissement. Le jardinage est utilisé dans le cadre du programme thérapeutique. Les patients s'occupent des plantes, passent du temps à l'extérieur, accomplissent des tâches simples. Graham s'intègre rapidement à cette activité. Il est méticuleux, attentif et n'attire pas l'attention sur lui. Avec le temps, le personnel remarque que son intérêt se concentre sur certains types de plantes. Principalement celles dont les propriétés sont décrites comme potentiellement dangereuses. Il ne le cache pas et explique tout par une curiosité scientifique. Il parle calmement, sans aucune allusion à des intentions cachées. Il n'y a aucune raison formelle de restreindre ses activités. Il n'enfreint pas les règles et ne sort pas du cadre autorisé. Dans les documents, cela apparaît comme faisant partie du processus d'adaptation et de thérapie.
Les années passent sans incident majeur, les rapports deviennent stéréotypés, son comportement est décrit comme stable, aucune infraction n'est enregistrée. Les médecins utilisent de plus en plus souvent des expressions évoquant une dynamique positive, mais peu à peu, des épisodes étranges commencent à se produire au sein de l'établissement. Plusieurs patients voient leur état de santé se dégrader brusquement, ils présentent une faiblesse, des nausées, un malaise général. Au début, on attribue cela aux particularités de l'état des patients eux-mêmes. Plus tard, des symptômes similaires sont observés chez des membres du personnel. On vérifie la nourriture, l'eau, les conditions de vie. Aucune cause directe n'est trouvée. Les épisodes semblent isolés, mais avec le temps, ils deviennent trop nombreux pour être complètement ignorés. Le nom de Graham commence à circuler dans les conversations du personnel, de manière officieuse. Ses connaissances, son travail dans le jardin et les événements passés se combinent peu à peu pour former un tableau inquiétant. Parmi les patients et le personnel, un surnom apparaît, reflétant le sentiment général. On commence à l'appeler « l'empoisonneur de Broadmoor ». Officiellement, cela n'est consigné nulle part. Pour l'administration, de telles conversations relèvent de la pure spéculation, sans preuves et sans faits concrets. De l'extérieur, tout cela ressemble à une période d'observation ordinaire et calme. Dans les rapports, les mêmes formulations reviennent de plus en plus souvent. Comportement stable. Aucune infraction constatée. Contact avec le personnel normal. Ces notes s'accumulent, année après année, et finissent par créer une impression générale. Vers la fin des années 60, la tension se déplace. Les médecins reviennent de moins en moins sur les événements passés et évaluent de plus en plus l'état actuel. Ce qui était autrefois perçu comme une fixation dangereuse est maintenant décrit comme un intérêt éteint. Les formulations deviennent plus prudentes et plus douces. En 1970, la préparation de l'évaluation finale commence. C'est une procédure standard. On analyse les observations de toute la période de séjour, les conclusions médicales et les rapports de comportement. La décision n'est pas prise en un instant. Elle se formalise progressivement, à travers une série de commissions et de consultations. Début 1971, les psychiatres de Broadmoor parviennent à une conclusion unanime. La mention d'un rétablissement complet apparaît dans les documents. Il est indiqué que son intérêt pour les poisons n'a plus de caractère obsessionnel et est considéré comme une étape révolue. On note sa capacité à se maîtriser et l'absence de signes de menace pour autrui. Une section distincte est consacrée à sa future réadaptation. Elle stipule qu'à son retour dans la société, il est capable de mener une vie normale et de travailler dans le respect des règles générales. Aucune restriction ou avertissement n'est mentionné dans les documents. On ne trouve aucune base formelle pour le faire. Au printemps 1971, la décision finale est prise. Graham quitte les murs de l'établissement. Pour le système, cela ressemble à l'aboutissement d'un processus long et réussi. L'homme, jugé dangereux au début des années 60, est désormais considéré comme inoffensif et socialement adapté. Son passé médical reste confiné dans les archives. Ces informations ne le suivent pas à l'extérieur de l'établissement et ne sont pas transmises à ses employeurs. Il retourne dans la société sans marque extérieure et sans restriction formelle. Sur le papier, tout semble achevé. Le traitement est terminé, la surveillance a cessé. L'histoire de Broadmoor est officiellement close. C'est à partir de ce moment que commence la partie suivante de l'histoire, celle où les conclusions tirées dans les bureaux se heurtent pour la première fois à la réalité en dehors de l'établissement. Sur le papier, tout semblait cohérent et ordonné. Les commissions avaient eu lieu, les conclusions avaient été rédigées, les décisions signées. Mais en y regardant de plus près, on remarque un fossé entre ce qui était consigné dans les rapports et ce qui restait en dehors. Les dossiers médicaux, établis au fil des années d'observation à Broadmoor, se ressemblent beaucoup. Il souligne régulièrement son haut niveau d'intelligence. On note sa bonne mémoire, sa pensée logique, sa capacité d'analyse. Ces qualités sont considérées comme des signes de rétablissement et d'adaptation sociale.
En parallèle, d'autres détails apparaissent dans les notes. Une manière de communiquer froide, une retenue émotionnelle, une capacité à garder ses distances. Ces traits sont consignés, mais ne font pas l'objet d'une évaluation distincte et ne sont pas perçus comme un facteur de risque. Les médecins indiquent que Graham s'oriente rapidement dans la structure d'un entretien. Il comprend quelle réponse on attend de lui et construit sa conversation en conséquence. Avec le temps, son discours devient posé, calme et socialement acceptable. Cela est perçu comme une dynamique positive. Le contrôle de son comportement est interprété comme le résultat du traitement. En même temps, la question de savoir s'il s'agit d'un changement interne ou simplement d'une adaptation externe aux attentes des spécialistes est à peine discutée. Certaines notes mentionnent sa capacité à gérer la conversation et à orienter le dialogue, mais ces observations restent sans suite. Son intelligence élevée est considérée comme une ressource pour la maîtrise de soi, et non comme un éventuel outil pour dissimuler ses intentions. Le contexte de l'époque joue également un rôle. Au début des années 70, la psychopathie n'est pas encore perçue comme un trouble de la personnalité stable, avec des risques à long terme. Le diagnostic est utilisé avec prudence. L'absence de conflits et d'infractions disciplinaires l'emporte sur d'autres signaux inquiétants. Finalement, l'expertise se concentre sur le comportement extérieur, plutôt que sur la structure de la personnalité. La capacité à paraître socialement acceptable est prise pour un signe de guérison. La décision de le libérer repose sur des indicateurs formels. Comportement stable, aucune infraction, progrès constaté. Les documents ne trouvent d'aucune raison de maintenir des restrictions. Cet échec n'est pas dû à la négligence ou à la précipitation. Il est la conséquence du modèle d'évaluation choisi. Le système fait davantage confiance aux rapports qu'aux doutes non formalisés. Le papier s'avère plus convaincant que les intuitions inquiétantes. Les conséquences de cette décision deviennent très vite réelles. Une personne avec un tel passé retourne dans un environnement ordinaire sans contrôle ni restriction. Ses connaissances et son expérience restent intactes, et tout ce qui aurait pu servir d'avertissement reste dans les archives. C'est précisément cette chaîne de décision qui mène à la phase suivante de l'histoire. La libération lui ouvre la voie à un travail où la chimie redevient partie intégrante de la vie quotidienne. Et les erreurs commises dans les bureaux commencent à se manifester en dehors. À l'été 1971, l'enquête à Hadland est dans l'impasse. La cause de la dégradation de la santé des employés du laboratoire photographique reste floue, bien que les principales pistes aient déjà été vérifiées et infirmées. L'erreur de production est exclue. Les réactifs sont conformes aux normes, les conditions de stockage n'ont pas été enfreintes et plusieurs personnes avaient accès aux produits chimiques. L'explication technique de ce qui se passe perd progressivement de sa force. L'interrogatoire des employés ne donne également aucun résultat. Aucun conflit sérieux n'a été signalé, le personnel est décrit comme calme et travailleur, rien n'indique des motivations personnelles ou des tensions cachées. À ce stade, Graham Young reste hors du champ de vision. Il a été embauché récemment, accomplit ses tâches avec soin, n'entre pas dans des disputes et ne se distingue pas des autres. Pour la police, il apparaît comme un employé de second plan, sans aucun signe d'implication. L'enquête se poursuit, mais sans direction claire. Les symptômes sont alarmants, mais leur source reste inconnue. Le tournant se produit de manière inattendue. Graham consulte lui-même un médecin. Pas pour son propre état de santé, ni pour se plaindre. Il partage une observation. Il dit calmement que la cause de ce qui se passe pourrait être un empoisonnement au thallium. Il l'explique par la nature des symptômes et les propriétés de la substance. Son discours est posé, assuré, sans émotion, comme celui d'une personne qui raisonne de manière théorique. Pour les médecins, cela semble étrange. Le thallium ne fait pas partie des hypothèses standards. C'est une substance rare et spécifique. Pour la mentionner, il faut bien comprendre comment elle agit et où elle peut être utilisée. L'information est transmise à la police, d'abord sans insistance particulière, comme un détail inhabituel. Mais le fait lui-même est immédiatement remarqué. Un employé de laboratoire, qui n'est pas un spécialiste du domaine, nomme avec précision la substance qui se révélera plus tard être la clé de l'affaire. Formellement, Young n'est toujours pas un suspect, mais à partir de ce moment, il cesse d'être invisible. Sa connaissance semble trop précise pour être ignorée.
L'enquête revient à la liste des employés, mais avec une attention renouvelée, et l'homme qui, jusqu'alors, semblait n'être qu'un acteur discret du processus, commence à occuper une place tout à fait différente dans cette histoire. Une suggestion aussi précise ne reste pas au stade de la conversation. L'attention qui s'est portée sur le nom de Graham Young passe rapidement au plan formel. Sa connaissance ne semble pas être le fruit du hasard. Elle est trop spécifique pour un simple employé de laboratoire photographique. Les enquêteurs commencent par une procédure de base, la vérification de ses antécédents. Des demandes sont envoyées aux archives. On compare les données professionnelles et les dossiers médicaux. Habituellement, de telles vérifications ne réservent aucune surprise. Cette fois-ci, les choses se passent différemment. On découvre une interruption dans son parcours. Plusieurs années qui ne s'expliquent ni par un changement d'emploi, ni par un déménagement. Pour la police, c'est un signal clair. De telles pauses sont rarement sans signification. Les recherches s'approfondissent, s'étendant aux archives des établissements médicaux et aux dossiers judiciaires. Les réponses arrivent progressivement et avec chaque nouveau document, le tableau devient de plus en plus clair. Le nom de Graham Young figure dans des dossiers du début des années 60. On y décrit les événements survenus dans sa famille, les longues dégradations de l'état de santé de ses proches, le décès de sa belle-mère, Molly Young. À l'époque, ces épisodes n'avaient pas fait l'objet d'une qualification criminelle, mais ils ont été réexaminés par la suite. Les documents attestent qu'en 1962, Young a fait des aveux. Il a décrit ses actions en détail. L'utilisation de substances toxiques, l'observation des réactions, la consignation des changements d'état. Ces détails correspondent directement à ce qu'il a manifesté de nombreuses années plus tard à Atland. Vient ensuite le rapport médical. Il a été déclaré pénalement irresponsable et envoyé en traitement forcé. Pendant près de 9 ans, il est resté à Broadmoor sous surveillance constante. Les documents relatifs à sa libération sont classés à part. Au début de l'année 1971, il a été déclaré rétabli et apte à reprendre une vie normale. Formellement, tout semble correct. Il n'y a aucune restriction ni avertissement dans le dossier. Pour l'enquête, c'est un tournant décisif. Le nouvel employé discret du laboratoire photo se révèle être un homme avec un passé documenté, directement lié à des empoisonnements. La coïncidence avec les événements en cours à Atland ne semble plus fortuite. Les symptômes, la mention d'une substance rare, un comportement qui paraissait auparavant neutre se lit désormais différemment. À partir de ce moment, Young cesse d'être un personnage secondaire. Son passé explique à la fois ses connaissances, son calme et son absence de réaction face aux événements. Tout ce qui passait inaperçu auparavant forme désormais une ligne cohérente. L'enquête prend un virage brutal. L'histoire, qui avait commencé comme une recherche de la cause de maladies étranges, mène à un homme que le système avait déjà jugé sans danger. Et c'est précisément cette décision qui devient le point de départ de la prochaine étape. Lorsque la police découvre le passé de Graham Young, la conversation avec lui cesse d'être une simple vérification de routine. Ce n'est plus une clarification de détails ni un échange de versions. C'est une confrontation directe. La difficulté réside dans le fait que les enquêteurs font face à un homme qui s'y connaît mieux en poison que la plupart d'entre eux. Young est convoqué officiellement. Sans geste brusque ni pression. Formellement, il n'est pas encore en état d'arrestation. La conversation se déroule calmement, et il le sent dès les premières minutes. Il entre, maître de lui. Il ne s'agite pas, ne pose pas de questions superflues. Son élocution est égale, ses intonations calmes. Il écoute attentivement et marque des pauses avant de répondre, comme quelqu'un qui a l'habitude de contrôler la conversation. Il réagit aux accusations en niant. Il dit n'avoir aucun rapport avec ce qui se passe dans le laboratoire photo. Il souligne qu'il n'effectuait que des tâches techniques. Il nie toute intervention intentionnelle. Lorsque la conversation aborde les substances chimiques, l'équilibre change sensiblement. Sur ce sujet, Young se sent en confiance. Il précise les formulations, corrige les détails, explique les propriétés des substances, comme s'il s'adressait non pas à la police, mais à des collègues. Progressivement, il commence à imposer son propre rythme à l'entretien. À un moment donné,
Il propose de réaliser une analyse pour détecter la présence de thallium dans son organisme. Il le fait calmement, sans ostentation. Il explique que des traces de la substance auraient pu apparaître lors d'un contact normal en laboratoire. Ce n'est pas un geste impulsif. Il sait d'avance comment se terminera cette analyse. L'analyse ne constituera pas une preuve directe, et il l'utilise comme un argument en sa faveur. Les enquêteurs le voient bien, mais à ce moment, ils n'ont pas une base suffisante pour aller plus loin dans le cadre de l'interrogatoire. Formellement, Yang reste dans les limites de l'acceptable. Il ne fait pas d'aveu, ne commet pas de lapsus, ne leur donne aucune prise. La conversation se termine sans résultat direct. Si on l'évalue littéralement, il n'y a pas d'aveu. Mais l'interrogatoire donne à la police une autre compréhension. Ils ont en face d'eux un homme qui non seulement se défend, mais qui dirige consciemment la conversation. Une autre décision est alors prise. Si les mots ne fonctionnent pas, il faut chercher des faits. L'enquête passe de la parole aux actes. Un mandat de perquisition est émis. L'attention se porte sur l'appartement de Jung, ses effets personnels et son casier au laboratoire photo. Tout ce qui peut fournir des réponses sans interprétation ni justification. À partir de cet instant, la confrontation sort du cadre de la salle d'interrogatoire. Et ce qui sera décisif désormais, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce que l'on parviendra à trouver. La perquisition est le moment où les conversations passent définitivement au second plan. Une fois le mandat obtenu, la police ne se fie plus aux explications de Yang ni à son assurance. L'attention se concentre désormais sur les objets et les écrits auxquels il avait un accès direct. L'inspection de l'appartement se déroule de manière séquentielle et sans hâte. Chaque pièce est documentée séparément, les effets personnels sont vérifiés méthodiquement. Il devient clair dès cette étape que cet espace n'était pas utilisé uniquement pour vivre. Dans les placards, on découvre des récipients contenant des substances chimiques. Une partie des contenants n'a pas d'étiquette d'usine, certains sont étiquetés à la main. Parmi les trouvailles, du thallium et d'autres composés toxiques sans lien avec un usage domestique ou ses fonctions professionnelles. Le rangement semble réfléchi, les substances sont disposées avec soin et sont en état d'être utilisées. Il ne s'agit pas de restes accidentels ni de matériaux oubliés. Tout indique une utilisation systématique. En parallèle, une perquisition est menée dans son casier au laboratoire photo. On y trouve de la verrerie supplémentaire et des notes prises pendant les heures de travail. Ces objets lient directement ses actions personnelles à son environnement professionnel. La découverte principale a lieu plus tard. Dans un tiroir se trouve un cahier sans couverture ni marques extérieures. D'apparence banale, c'est lui qui devient la pièce à conviction principale. À l'intérieur, des notes régulières et claires, des dates, des noms, des indications de doses, de brefs commentaires. Le texte est sec, sans explication ni émotion. Par sa structure, il ressemble plus à un journal de laboratoire qu'à des notes personnelles. Les notes consignent à qui et en quelle quantité la substance a été administrée. Le moment d'apparition des symptômes et la réaction de l'organisme sont notés. De brèves évaluations de l'état de la personne sont données sur des lignes séparées. Ni doute, ni compassion. Uniquement l'observation et le calcul. Les personnes dans ces notes ne sont pas présentées comme des individus, mais comme des objets d'observation. Certaines entrées coïncident avec les événements du laboratoire photo. Les dates correspondent au jour où la santé des employés s'est détériorée. Les réactions décrites correspondent parfaitement à ce que les médecins ont constaté plus tard. À ce stade, tous les éléments convergent. Ses connaissances, son accès et ses actions documentées forment une seule et même ligne. Les coïncidences fortuites ne peuvent plus servir d'explication. La perquisition clôt la partie de l'histoire où l'issue dépendait des paroles et des versions. Désormais, l'enquête se construira sur des preuves qui ne nécessitent ni interprétation ni justification. Ce sont précisément ces trouvailles qui deviennent la base de la prochaine étape, lorsque l'affaire passe de la recherche à la formulation d'une accusation officielle. Lorsque les pièces saisies lors de la perquisition sont placées devant lui, la nature de la conversation change immédiatement. Sur la table se trouve le cahier de notes trouvé dans son appartement. Il ne s'agit plus de preuves indirectes ni de suppositions. Ce sont des actions consignées, écrites de sa propre main. La réaction est presque immédiate.
Le calme dont il avait fait preuve lors des interrogatoires précédents disparaît peu à peu. Il ne précise plus les formulations et ne corrige plus les détails. Son attention est concentrée sur les pages. Les pauses entre ses réponses s'allongent. Les enquêteurs ne le pressent pas. Ils ne le poussent pas et n'augmentent pas la pression. Ils lui laissent le temps de réaliser que les notes ne peuvent être expliquées par le hasard ou une erreur. Les dates, les noms et les dosages s'enchaînent en une séquence claire. Après un certain temps, sa manière de parler change. La défense disparaît. Une autre forme d'assurance apparaît. Il cesse de nier et commence à discuter du contenu des notes. Il parle de ses actions comme d'un processus planifié. Il utilise des formulations précises et sèches. Il commente les calculs, explique le choix des doses, décrit les observations. Dans ses paroles, il n'y a aucune tentative de se justifier ou d'atténuer les faits. Au contraire, on sent une satisfaction du travail accompli. Il souligne particulièrement que rien de ce qui s'est passé n'était impulsif. Il parle de la préparation, du choix des substances, de la consignation des réactions. Son discours ressemble à un rapport rédigé pour lui-même. Lorsque la conversation en vient aux événements du laboratoire photo, il ne prend plus ses distances. Il confirme que les employés sont devenus une partie de ses expériences. Il donne des noms. Il décrit la séquence des actions. Il précise les intervalles de temps. Au cours de cette même conversation, il reconnaît son implication dans ce qui est arrivé à Bobby Gore et Fred Biggs. Son ton reste égal et détaché. Il parle des conséquences de la même manière qu'il parle des doses et des délais. Il confirme également les tentatives d'atteinte à d'autres collègues, dont l'état s'était dégradé sans entraîner de conséquences irréversibles. Il décrit ces épisodes comme des étapes inachevées. Pour l'enquête, cela devient la confirmation définitive du tableau d'ensemble. Jusqu'à ce moment, il restait une place pour les interprétations. Désormais, les aveux coïncident entièrement avec les preuves trouvées et les faits vérifiés. La manière dont il parle est également importante. Ni sous la pression, ni dans une tentative d'échapper à sa responsabilité. Ses paroles sonnent comme si le besoin de cacher quoi que ce soit avait disparu en même temps que son contrôle de la situation. À ce stade, la confrontation prend fin. Le jeu qu'il menait depuis des années devient impossible. L'histoire sort de l'ombre pour entrer dans la sphère officielle, où la suite des événements sera déterminée non plus par ses paroles, mais par les procédures judiciaires et les preuves consignées. À première vue, les événements semblaient banals. Pas de schéma complexe ni d'action dissimulée. Tout se passait pendant les heures de travail et à la vue des collègues. C'est précisément ce qui lui a permis de passer inaperçu. Lorsque l'enquête a accès au journal, il devient évident que la clé de l'affaire ne résidait ni dans les processus de laboratoire, ni dans des réactifs rares. Elle était intégrée au rythme quotidien du travail. Au laboratoire photo, il y avait une habitude de faire des pauses thé. Au cours de la journée, l'un des employés se chargeait de cette petite tâche. Elle n'était pas formalisée et ne suscitait pas l'intérêt de la direction. Dans les premières semaines après son arrivée, Young commence progressivement à assumer ce rôle. Il n'insiste pas et il ne se fait pas remarquer. Pour les autres, cela ressemble à l'aide ordinaire d'un nouvel employé qui essaie d'être utile et de ne pas créer de problème. La préparation du thé lui donne le contrôle du processus. C'est lui qui remplit les tasses, les dispose sur la table et observe qui prend laquelle. Cela lui permet d'associer précisément une personne à une tasse sans attirer l'attention. Selon le journal, la substance était ajoutée de manière sélective, pas dans toutes les tasses, uniquement dans celles destinées à des personnes spécifiques. Les quantités étaient calculées à l'avance. Les notes consignent les dosages et la réaction attendue, sans commentaires émotionnels. Après cela, il observe. Il note l'heure d'apparition des premiers signes de détérioration de la santé. Il compare les réactions. Il tire de brèves conclusions. Au fur et à mesure que les événements se développent, les formulations deviennent plus courtes et les calculs plus précis. L'exposition était répartie dans le temps. Cela réduisait la méfiance et créait une impression de hasard.
L'état des employés était attribué à la fatigue, aux maladies saisonnières et aux particularités du travail avec des produits chimiques. Le rôle de la personne qui prépare le thé n'était pas perçu comme une source de risque. Au contraire, il apparaissait comme une marque de participation à la vie du collectif. Cela réduisait encore la probabilité de soupçon. L'enquête établit également que Yang évitait les situations où ses actions auraient pu être directement remarquées. Il choisissait des moments où il n'y avait personne d'autre à proximité et veillait à ce que tout paraisse habituel. Dans le journal, des notes apparaissent sur qui boit son thé immédiatement et qui laisse sa tasse sur la table. Ces observations l'aidaient à corréler plus précisément ces notes avec l'état réel des personnes et le moment de l'apparition des symptômes. La reconstitution montre que ce qui se passait n'était pas une improvisation, c'était un schéma cohérent, intégré à une journée de travail ordinaire. L'instrument de son action était un rituel de bureau routinier. Son caractère banal assurait sa discrétion et lui permettait d'agir sur une longue période sans soupçon direct. C'est à partir de ce moment que le schéma cesse d'être abstrait et commence à se décomposer en épisodes concrets, chacun pouvant être lié à une date, des personnes et des conséquences. Cela devient la base de la prochaine étape de l'enquête. Après la fin des investigations, le dossier est transmis au tribunal. L'histoire, qui a longtemps existé dans les procès-verbaux, les expertises et les reconstitutions, entre dans la phase du débat public. Ici, on ne cherche plus de réponses, on vérifie si elles résisteront à l'épreuve juridique. Les audiences débutent le 20 décembre 1972 à la cour de la couronne de Saint-Alban, dans le Hertfordshire. C'est ce tribunal qui examine l'affaire liée aux événements du laboratoire photo. Dans la salle sont présents des journalistes, des proches des victimes et les experts dont les conclusions ont servi de base à l'accusation. L'atmosphère est calme et sobre. Les événements sont perçus comme la formalisation de ce qui était déjà devenu évident au cours de l'enquête. Tout au long du procès, Young se comporte de manière égale. Il ne montre aucune émotion et ne réagit presque pas aux interventions des parties. Il répond aux questions de manière brève et formelle. Il nie les accusations et s'en tient à sa ligne de défense. L'accusation construit sa position autour de preuves concrètes. Au centre de l'affaire se trouve le journal avec les calculs de doses et les notes d'observation. Les experts confirment l'authenticité du document et son lien direct avec les événements du laboratoire photo. Les conclusions des toxicologues montrent que la détérioration de l'état de santé des employés n'était pas fortuite et correspond au schéma consigné. Une attention particulière est accordée à la reconstitution des actions au bureau. On explique aux jurés comment les rituels de travail quotidien ont été utilisés comme instruments. Chaque détail est comparé aux témoignages et à la chronologie des événements. Le tableau se dessine de manière cohérente et sans contradictions internes. La défense plaide l'irresponsabilité pénale. Les avocats se réfèrent aux évaluations médicales passées et au séjour de Yang dans un établissement spécialisé. Ces arguments sont examinés par le tribunal, mais ne modifient pas l'appréciation générale des faits. Les experts de l'accusation soulignent le calcul et le contrôle. La séquence des actions, l'ajustement des doses et la consignation des résultats dans le journal témoignent d'une compréhension des conséquences et de décisions conscientes. Le 12 janvier 1973, les jurés rendent leur verdict. Young est reconnu coupable des principaux chefs d'accusation. Le tribunal le condamne à la réclusion à perpétuité sans indication de peine minimale. Après le prononcé de la sentence, il est envoyé purger sa peine à la prison de haute sécurité de Wakefield dans le West Yorkshire. Cet établissement est destiné aux condamnés particulièrement dangereux et sert à l'exécution des peines à perpétuité. Après l'annonce de la décision, Young fait une brève déclaration. Il dit que le système se trompe et que sa libération est possible à l'avenir. Ces paroles sont consignées dans le procès-verbal et ne provoquent aucune réaction dans la salle. La décision de justice clôt formellement l'affaire du laboratoire photo. Cependant, elle ne met pas fin à l'histoire elle-même. Les conséquences de ces décisions continueront de se dérouler en dehors de la salle d'audience.
Young est envoyé à la prison de haute sécurité de Wakefield, où le reste de sa vie se déroule à l'abri de l'attention publique. Dans l'établissement, il se comporte de manière réservée. On ne lui enregistre presque aucune infraction au règlement. Il ne participe pas au conflit et passe la plupart de son temps seul. Selon les données disponibles, son intérêt pour la toxicologie persiste. Au fil des ans, il entretient des contacts limités avec d'autres détenus célèbres, dont Ian Brady. Tout cela est sous le contrôle de l'administration. Avec le temps, son nom cesse d'apparaître dans les rapports. Il devient partie intégrante d'un monde clos, où les anciennes affaires ne sont ni discutées, ni réexaminées. En août 1990, à l'âge de 42 ans, Young est retrouvé sans vie dans sa cellule. L'examen médical constate un arrêt cardiaque. L'incident ne donne lieu à aucune suite. Cette histoire s'achève sans continuation. Mais l'affaire elle-même reste un exemple de la manière dont les décisions systémiques et la sous-estimation du risque peuvent avoir des conséquences qui se manifestent bien après qu'un verdict ait été rendu.